Nous sommes dimanche 21 juillet 2019. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Vous faites bien. Voici les titres de votre journal. La princesse Sarah Zaïd de Jordanie a visité hier samedi le CERFAM, le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition. Accompagnée du vice-président de la République, la conseillère du Programme alimentaire mondial s'y est rendue pour comprendre le fonctionnement de ce centre. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Le 10e congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a démarré hier samedi. Il se poursuit ce dimanche à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Ce soir, l'Union aura un nouveau président à sa tête. Et thème choisi cette année, le journaliste ivoirien face à ses responsabilités. Le congrès est placé sous la présidence de Sidi Tiemoko Touré. Le programme social du gouvernement est en marche. Plusieurs localités de Côte d'Ivoire, notamment Kamassela dans la sous-préfecture de Touba et Zoukougbe dans le Haut-Sassandra, ont désormais chacune un château d'eau. Des ouvrages inaugurés cette semaine par des membres du gouvernement. Vous le verrez dans une quinzaine de minutes. Le district du Zanzan est constitué des régions du Bonkani et du Gontogo. Son sol est propice à toute une gamme de cultures vivrières ainsi que des divers produits fruitiers et maraîchers et cultures industrielles. Au vu des potentialités agricoles et culturelles du district, il est initié la semaine du Kroubi, une semaine qui permet de mettre en relation divers acteurs économiques et institutionnels afin de découvrir les potentialités de la région. La semaine du Kroubi tente de promouvoir le développement du district du Zanzan et mettre en place des synergies avec les entreprises et les collectivités territoriales nationales, régionales et internationales. La 3e édition de la semaine s'est achevée récemment. C'était du 19 au 21 juin à Bondoukou et le thème cette année était la cohésion sociale. Nous allons en parler largement tout à l'heure dans le cadre du magazine du dimanche. Nous recevons Issoufou Ouattara, le président de la Chambre de commerce et d'industrie région du Zanzan, Bonkani et Gontogo, initiateur de la semaine du Kroubi. Bonjour, M. Ouattara. Bonjour, M. Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Je vous en prie, merci. Je vous retrouve tout à l'heure, dans 30 minutes. Merci. Pour parler du Kroubi. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Monsieur le Président. Son Altesse royale, la princesse Sarah Zaïd, est en Côte d'Ivoire. Mais tout d'abord, ce télégramme officiel envoyé à Sa Majesté Philippe, roi des Belges. Majesté, la célébration de l'anniversaire de votre Majesté et de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je forme à cette occasion solennelle des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Majesté, ainsi que ceux de paix, de concorde et de prospérité pour le peuple du Royaume de Belgique. Je me réjouis du niveau des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et la Belgique et voudrais réitérer ma volonté à œuvrer de concert avec votre Majesté à leur renforcement dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Haute considération signée des mains d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le disais, Son Altesse royale, la princesse Sarah Zaïd est en Côte d'Ivoire. Sarah Zaïd de Jordanie est à Abidjan depuis jeudi. Elle a visité hier samedi le CERFAM, le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition. Accompagnée du vice-président de la République, la conseillère du Programme alimentaire mondial s'y est rendue pour comprendre le fonctionnement de ce centre qui couvre la zone Afrique et qui a vocation d'accélérer la réalisation de l'objectif Faim Zéro, conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies. On voit tout cela avec Mahama Traoré. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Tel est le libellé du 2e objectif de développement durable que s'engagent à atteindre les Nations Unies d'ici 2030. Avec un instrument clé à l'appui, les centres d'excellence régionaux contre la faim et la malnutrition. Les 2 premiers ouverts en Asie et en Amérique ont déjà fait leurs preuves. L'Afrique, avec le soutien du Programme alimentaire mondial PAM, dispose de son centre depuis le 25 mars dernier. Basé à Abidjan, ce centre a été visité ce samedi par la princesse Sarah Zaïd de Jordanie en sa qualité de conseillère du PAM. Elle était accompagnée du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. I think that
Les centres d'excellence également, son ancrage sur l'innovation et le dynamisme va prendre en compte ce que c'est, ce qu'il faut faire pour le meilleur de tous, ce qu'il faut faire pour que les choses soient plus durables et ce qui sera plus rentable, en prenant en compte les différentes contributions que nous observons ici. Et ce partage de connaissances et ce dynamisme va permettre d'aboutir à une certaine diversité, également permettre d'avoir des cultures résilientes, également la réduction des pertes post-récolte sur la base de ce qui existe dans les autres centres d'excellence. Nous allons tirer profit de cela. Plateforme de partage de bonnes pratiques agricoles entre États, le CERFAM a également vocation à soutenir les États dans leurs efforts de lutte contre la faim et la malnutrition, mais aussi à mobiliser des financements auprès des partenaires. Selon une étude, ne pas lutter contre la faim et la malnutrition coûte aux États 16% de leur produit intérieur brut, PIB. Hier, à l'école des forces armées de Zambakro, c'était la fête, la traditionnelle fête de fin d'année de l'établissement. Elle a été principalement consacrée au baptême de la 50e promotion des élèves officiers d'actifs de première année et la sortie de la 49e promotion d'officiers d'actifs et de la 13e promotion des médecins élèves officiers, maintenant dignes de porter l'épaulette d'officier. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, était présent en sa qualité de ministre de la Défense et de représentant du chef de l'État. Abou Sanogo y était aussi pour RTI. École des forces armées de Zambakro, fête école présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko représentant le président de la République Alassane Ouattara. En effet, avant leur baptême, ces 112 jeunes hommes et femmes de la 50e promotion des élèves officiers d'actifs sont inconnus dans les fichiers de promotion d'officiers. Pour mettre fin à ce statut, Ahmed Bakayoko a procédé à leur baptême. Votre promotion s'appellera promotion émergence. Ils assureront désormais la garde du drapeau comme de tradition. Pour les 96 stagiaires, dont 9 filles, issus de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, de la 49e promotion, baptisée Dévouement, et la 13e promotion, comptant 9 médecins élèves officiers, tous parrainés par le général de corps d'armée en 2e section Soumaïla Bakayoko, ancien chef d'état-major général des armées. L'heure est venue pour eux de servir leur pays respectif en mettant à profit tout l'enseignement qui leur a été inculqué durant leurs 2 années de formation à l'école des forces armées de Zambakro. Ils sont élevés au rang d'officiers et reçoivent des mains du représentant du chef de l'État et de leurs parrains les insignes de leur grade. Mais avant, ils vont prêter le serment de loyauté. Soyez dignes des valeurs qui vous ont été inculquées ici. Vous êtes des ambassadeurs éternels de cette école. Donnez-lui donc les raisons d'être fiers de vous par votre exemplarité. Le représentant du président de la République a engagé la promotion sortante à être un modèle. Je voudrais, de façon très solennelle, au nom du chef de l'État, vous adresser toute la gratitude de la nation pour le travail abattu. Je vous engage à adapter la formation de nos soldats à nos réalités. Je voudrais m'adresser aux officiers de la promotion Dévouement. Vous venez de recevoir vos épaulettes, qui marquent la fin de votre formation initiale d'officier. C'est un moment important dans votre carrière. Je vous souhaite de progresser. Je voudrais que chacun de vous puisse mesurer au fond de lui-même cette responsabilité. Soyez des modèles pour ceux qui vont venir après vous. Modèles de discipline. Car le cœur de l'armée, c'est la discipline. Un défilé des élèves officiers de première année et de la promotion sortante a meublé cette double cérémonie de l'école. C'était un reportage d'Abou Sanogo. Dans l'objectif de réduire la population carcérale en Afrique, les institutions nationales africaines des droits de l'homme s'impliquent dans la dépénalisation des infractions mineures. Pour ce faire, ils se sont réunis en atelier cette semaine à Abidjan et avec eux les acteurs de la chaîne pénale. L'objectif est de promouvoir les alternatives à l'incarcération. Les précisions de Kolo Koulibaly. La condamnation des délits mineurs contribue au surpeuplement des prisons.
Des pays comme la Côte d'Ivoire ont dans leur code de procédure pénale inséré une alternative à l'incarcération dont l'un des objectifs vise à réduire la population carcérale. Cette consultation nationale qui réunit notamment les différents acteurs de la chaîne pénale permet d'aborder de façon pratique cette réforme de la justice. L'objectif est d'intensifier la collaboration entre le CNDH, les acteurs de la chaîne pénale et les organisations de la société civile en vue d'explorer les différentes alternatives de gestion des infractions mineures. Le nouveau code de procédure pénale qui met l'accent sur la peine de travail d'intérêt général et la peine d'emprisonnement avec sursis, en vue d'apporter une solution à la problématique de la surpopulation carcérale. Le gouvernement est donc dans de bonnes dispositions pour adopter les principes de la Commission africaine des droits de l'homme sur la dépénalisation des infractions mineures en Afrique. Le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme s'engage à promouvoir cette réforme, d'où la tenue de cet atelier. Nous attendons que les acteurs nationaux puissent se concerter, qu'ils puissent aussi faire en sorte qu'à la fin de l'atelier, un plan d'action soit adopté dans le sens d'accompagner le gouvernement, de pénaliser les infractions mineures. Cette rencontre d'Abidjan va consacrer les principes sur la dépénalisation des infractions mineures en Afrique, adoptée à Banjul, en Gambie, en octobre 2018. On va à présent évoquer cette formation au profit des acteurs du système éducatif. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Ce renforcement de capacité a consisté à former et exhorter les enseignants à l'utilisation des supports pédagogiques avec pragmatisme. Reportage Christelle Bededja dans un récit de Godefroy Kambawa. Apprendre correctement à lire et à écrire aux écoliers dès les premières années de leur cursus scolaire et comment gérer les ressources humaines et financières dans nos établissements scolaires. C'est ce à quoi veut parvenir le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers le projet IFADEM, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, en formant les acteurs du système éducatif. Une initiative qui vise à outiller apprenants et enseignants à travers des supports pédagogiques pour une école de qualité. Ces personnes-là vont être formées à la pratique pédagogique pour les enseignants et puis à la gestion des établissements, gestion matérielle, gestion financière, gestion pédagogique pour un meilleur résultat des élèves. Le réengagement du ministère a réaffirmé son adhésion à tous les principes d'IFADEM et puis à aider à l'exécution des activités au plan national. Ce sont au total 10 000 instituteurs, 15 000 directeurs d'école et 1 000 proviseurs qui bénéficient de cette formation. Les élèves quittent souvent le primaire sans savoir lire, écrire et compter. Des tests l'ont montré et donc c'est pour ça qu'on a fait des investigations qui ont montré qu'il faut d'abord former les enseignants du primaire. Ceux-là, bien formés, vont maintenant former les élèves de sorte qu'on ait de bons résultats au CP, au BBC, au bac, mais qu'on ait des élèves qui sachent lire, écrire et compter. Le projet IFADEM entend intégrer progressivement le numérique dans le dispositif de formation des enseignants des classes de CP1, CP2 et CE1. Financé par le C2D, le projet IFADEM bénéficie du soutien technique de l'Agence universitaire de la francophonie. D'un coût total de 4 milliards de francs CFA, cette formation s'étendra sur une période de 3 ans et prendra en compte les spécificités de chaque région en matière d'éducation en Côte d'Ivoire. Le 10e congrès de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui a démarré hier samedi, se poursuit ce dimanche à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Il sera sanctionné ce soir par l'élection d'un nouveau président à la tête de l'instance. Le thème de ce congrès ordinaire est le journaliste ivoirien face à ses responsabilités et il est placé sous la présidence de Sidi Tiemoko Touré, le ministre de la Communication et des Médias. Je vais à présent vous faire revivre la cérémonie d'ouverture de ce 10e congrès. C'était hier donc à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères avec Didier Nguessan et Faliko Doumbia. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, tient son 10e congrès ordinaire autour du thème « Le journaliste ivoirien face à ses responsabilités ». Il s'agit d'un congrès électif. 521 journalistes électeurs feront leur choix entre 3 candidats, Jean-Claude Koulibaly, Franck Etienne et Lance Touré.
Après le soutien de 11 organisations sœurs, entre autres les photographes et correcteurs de presse à ce congrès, le président sortant de l'UNJCI présente son bilan. Quand je suis arrivé à la tête de l'UNJCI en 2012, la Côte d'Ivoire était 141e au classement de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes à la 71e place. Nous avons initié des cours de formation. Nous léguons également à notre successeur un siège réhabilité. Nous sommes à jour de toutes les cotisations et nous sommes acquittés de tous nos droits d'adhésion dans plusieurs structures, comme la Fédération internationale des journalistes. Nos comptes sont à l'équilibre et nous ne devons un centime à personne. Ce congrès ordinaire électif est placé sous la présidence de Sidi Timoko Touré, ministre de la Communication et des Médias. La responsabilité première du journaliste est d'informer, c'est-à-dire de former et d'éduquer. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias est heureux, monsieur le président de l'UNJCI, que vous et votre équipe ayez choisi ce thème pour ce 10e congrès de l'UNJCI. Il vous en félicite et sait que vous savez ce que vous avez à faire pour que les Ivoiriens soient informés, formés, afin de décider ce qui est bien et bon pour leur pays. La responsabilité des journalistes lui a été rappelée. L'enjeu de ce 10e congrès réside dans votre capacité individuelle et collective de faire le bilan de votre contribution à la vie de la nation sous le prisme de votre responsabilité. Vous devez démontrer à la face de l'opinion nationale et internationale que la presse ivoirienne est capable de sursaut pour se lever au-dessus des contingences immédiates et se hisser au rang des meilleurs du monde entier. Outre la cérémonie d'ouverture, la journée de ce samedi est consacrée à la mise en place du bureau en charge des élections. Le vote est prévu pour dimanche 21 juillet. Le programme social du gouvernement, vous le savez, concerne tout le territoire national. Le programme vient de faire le bonheur du village de Kammasela dans la sous-préfecture de Touba avec la réalisation d'un château d'eau. Un émissaire du gouvernement a fait le déplacement de Kammasela pour inaugurer l'ouvrage. Moussa Sanogo, le secrétaire d'État chargé du budget, s'est dit heureux de redonner ainsi le sourire aux populations de la localité. Gervais Kouassi, Mahama Traoré. C'est cette ambiance qui a prévalu lors de l'inauguration du château d'eau de Kammasela, localité située à 5 km de Touba. La construction du château d'eau met fin à plusieurs années de calvaire. Ici, nous, on venait puiser l'eau pour faire la cuisine, et puis on se lavait avec, on faisait tout avec. L'eau là, c'est sale, c'est pas propre. Maintenant, il y a le château, ça nous plaît, on ne charge plus le bassin, l'eau est propre. Pour satisfaire les attentes en eau potable des populations dans la région, l'État a fait d'importants investissements. La construction du château d'eau de Kammasela s'inscrit dans le programme social du gouvernement, programme qui vise le bien-être des populations en Côte d'Ivoire. Notre première richesse, ce sont nos parents, ce sont tous ces hommes et femmes qui, par leur dur labeur, pour avancer notre pays. Et il nous appartient de faire le maximum de nos possibilités pour améliorer leurs conditions de vie et leur donner de l'eau potable, source de vie, mais également de l'électricité et bien d'autres choses. Et c'est à cela que le gouvernement s'attelle. Le château d'eau de Kammasela coûte 150 millions de francs CFA. Il va alimenter les 1500 habitants de Kammasela et ceux des localités environnantes. Comme Kammasela, plusieurs autres villages de la région du Bafing sont dotés de châteaux d'eau dans le cadre du programme social du gouvernement. Autre lieu, autre inauguration de château d'eau, c'était à Belleville, dans la sous-préfecture de Zokogbe, région du Haut-Sassandra, en présence de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Ezegbeyou, et de notre reporter, Francis Boifou. Les 23 000 habitants de Belleville, un village de la sous-préfecture de Zokogbe, dans la région du Haut-Sassandra, sont désormais soulagés. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Ezegbeyou, a officiellement inauguré samedi le château d'eau de cette localité. C'est le bonheur qui est venu sur moi dans mon village. Où je suis là-même, je suis content jusqu'à, je ne sais pas comment faire. Et j'aime beaucoup même le président de la République Alassane aujourd'hui. Nous vivons l'eau potable, on a la lumière. Tout ça, c'est ce soir-là qui veut me gâter mes coups. Mais je le remercie. Coût du château d'eau de Zokogbe, 400 millions de francs CFA. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme
a indiqué que cette remise de châteaux d'eau s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Avant les zones semi-urbaines, le gouvernement a procédé à la réhabilitation de plusieurs pompes à motricité humaine à travers les différentes régions en vue d'offrir de l'eau potable aux ménages. À Bouandougou, la préoccupation majeure des jeunes, c'est vivre dans un environnement sain. À Bouandougou, c'est dans la région du Béret. Depuis plusieurs mois, chaque semaine, l'association des jeunes volontaires de la sous-préfecture désherbe, balaie le marché, nettoie les rues et cure les caniveaux, s'inscrivant ainsi dans l'idée de l'opération Grand Ménage initiée par l'État. Le constat de Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Curage des caniveaux, balayage général du marché, ramassage des tas d'immondices, embellissement de la ville et ravalement des écoles. Des activités d'assainissement des jeunes volontaires de Bouandougou, sous-préfecture de la région du Béret. Chaque samedi, ces jeunes donnent un visage plus reluisant à la localité. Nous, la jeunesse, on a décidé de mettre la ville propre parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la mairie à Bouandougou. C'est dans ce sens-là, on se retrouve chaque samedi. Nous, la jeunesse, on sort pour nettoyer les villages. En plus de la salubrité, est en train de mener un autre combat, le combat de la cohésion sociale. Réunir toute la population de Bouandougou de façon particulière et la sous-préfecture de façon en général. Au marché comme dans les écoles, l'initiative est saluée. Le nettoyage du marché, c'est une bonne idée. Parce que tout ce que nous consommons vient du marché. Donc il faut que le marché soit propre pour qu'il y ait la santé dans la population. Les enfants, ils sont contents de venir à l'école. Beaucoup veulent venir voir la beauté de l'école. Bon, ça les attire. Les autorités administratives et coutumières ont tenu à féliciter ces jeunes pour l'assainissement de leur cadre de vie. Elles ont sollicité le soutien du ministère de l'assainissement et de la salubrité. Dans les mois à venir, des actions seront menées pour que le ministère de la salubrité soit informé de cette action que mènent ces enfants. Ces jeunes sont soutenus par des personnes de bonne volonté qui les équipent en matériel de salubrité. Ces activités, les jeunes volontaires de Bouandougou comptent les étendre à tous les villages de la sous-préfecture. Pour la paix et la cohésion véritable en Côte d'Ivoire, une cérémonie de prière nationale vient d'être organisée par la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Une cérémonie en hommage aux disparus des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé Théodore Zouzou et Issa Tchonayeo. Demander la clémence de Dieu, permettre aux âmes des personnes décédées lors des différentes crises sociopolitiques de reposer en paix, renforcer la cohésion sociale et la paix dans le pays. Ces objectifs ont amené la Fédération des familles de la paix mondiale et l'unification en Côte d'Ivoire à initier une séance de prière. Tous ceux qui se sont vus arracher leur vie pendant nos différentes crises sont dans le monde spirituel, avec un cœur qui contient des sentiments. Que nous les vivons, nous puissions les confier à Dieu pour apaiser leur cœur, pour qu'il nous aide à faire la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Une initiative qui acquiert l'adhésion des autorités religieuses traditionnelles et des parents des disparus. Notre pays a été éprouvé. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et regarder dans le rétroviseur ce qui est arrivé dans le passé pour préparer le futur. Cette cérémonie, c'est une cérémonie que vraiment la Côte d'Ivoire devait attendre depuis longtemps. Nous croyons à 100% que la paix va venir parce que la paix commence d'abord dans l'esprit. Je suis très heureux, n'est-ce pas, que cet événement ait lieu et que nous ayons prié pour notre nation. J'ai tout pardonné et je demande aussi à mes frères et sœurs de pardonner. Pour éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre encore dans une telle violence, le sénateur Manoubi Kweli fait des propositions. Les ambassadeurs de paix, les chefs coutumiers, les rois et les chefs religieux doivent maintenant se lever, aller vers Mme Alassane Ouattara et Mme Bédié pour les saisir, pour que nous essayions de rapprocher Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Pour le représentant de la ministre Maria Toukone, cette séance de prière permet de réconcilier les Ivoiriens. C'est l'ensemble des initiatives mises bout à bout qui finissent par faire effet boule de neige et puis qui finissent par implanter une paix durable en Côte d'Ivoire. La Fédération des familles de la paix mondiale et l'unification est née le 12 août 2014 en Corée. La section ivoirienne
a pour ambition d'éveiller les consciences et encourage l'adoption de comportements de paix et de cohésion sociale, gage de tout développement. On a prié également pour la paix à Ouangolodougou dans le Tchologo, une messe d'action de grâce au cours de laquelle les fidèles catholiques ont été invités à œuvrer davantage à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Reportage Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Mission catholique de Ouangolodougou, la paroisse à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus célèbre une messe d'action de grâce pour la paix en Côte d'Ivoire. Au cours de la messe, les fidèles sont invités à toujours œuvrer pour la paix, gage d'une cohésion sociale. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous offrira. Les autorités administratives et politiques de Ouangolodougou ont pris part à la messe pour la paix. Leur porte-parole, le député de Ouangolodougou Kawara, a souligné la cohabitation entre la communauté religieuse. À Ouangolodougou, il n'y a pas de question de chrétien ni de musulman. Nous adorons ce Dieu dans la différence et nous nous comprenons. Qu'il continue de prier pour que cette paix-là puisse perdurer. La messe d'action de grâce pour la paix a été marquée par la fin de mission du père Ignabeu Michel Cyril. Après 3 années dans la localité, il a fait ses adieux aux fidèles catholiques de la ville aux 2 frontières, Ouangolodougou. La recherche de la paix est essentielle pour le développement de notre pays. Alors, chrétiens, musulmans, tout le monde s'y met. Dans l'accomplissement du Hajj 2019, les pèlerins prient énormément. Un exercice qui nécessite d'être en bonne forme, en parfaite santé, ce qui passe nécessairement par une alimentation saine et équilibrée. Le reportage d'Abdoulaye Koné, notre envoyé spécial à Médine. L'accomplissement d'un Hajj réussi passe nécessairement par une nutrition saine et équilibrée, et cette restauratrice l'a bien compris. Entre nous, on sait ce que les vieilles aiment, ce qu'ils n'aiment pas aussi. Donc quand on regarde ça, on essaie de faire de nos mieux. La nourriture africaine de chez nous, c'est ça qu'on prépare pour les donner. Ils ne se plaignent pas avec ça, en tout cas. Malgré les mets locaux qui leur sont proposés, certains pèlerins demeurent toujours exigeants. Il y a assez de monde, donc on a besoin un peu plus d'organisation afin que le service soit un peu rapide. Quand on vient de la prière, on est fatigué, il faut faire encore le rang par-ci, par-là, c'est pas facile. Il y a des moments avec, il y a des moments sans. Mais en général, chacun trouve un peu son compte. Et il faut dire que les agents de la restauration sont très disponibles. L'adage dit « mieux vaut prévenir que guérir » et l'avis du médecin n'est pas facultatif quant au régime alimentaire à adopter en cette période. Ce qui est déjà fait, je dirais que c'est tout aussi intéressant. Nos pèlerins arrivent à s'adapter à cette nourriture, mais il faut savoir aussi qu'il y a un petit changement sur le plan nutritionnel. Voilà, c'est des patients qui souvent sont habitués à prendre un peu plus de cabato comme chez nous, un peu plus de fonio pour certains, des féculents qui, ma foi, vont éviter d'être souvent constipés. On est souvent sujet à faire un peu de constipation, mais ce n'est pas mauvais en soi. Ça ne nécessite pas obligatoirement de prendre des laxatifs. Il faut s'adapter à cette alimentation. À Médine, les pèlerins ivoiriens mangent convenablement. Le système de nutrition qui leur est proposé pourrait grandement contribuer au traitement de beaucoup de maladies chroniques. Libération en Libye de Bagdadi al-Mahmoudi, ex-chef du gouvernement de Kadhafi. À 74 ans, Bagdadi al-Mahmoudi, le chef du dernier gouvernement de Kadhafi, devenait de plus en plus encombrant, surtout qu'il n'avait jamais renoncé à son droit de parole, notamment en accusant continuellement Nicolas Sarkozy d'avoir financé sa campagne électorale avec des fonds libyens. Place maintenant à l'entretien du jour. C'est le magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint en plateau, M. Issoufou Ouattara, le président de la Chambre de commerce et d'industrie région du Zanzan, initiateur de la semaine du Kroubi. La semaine du Kroubi qui nous intéresse aujourd'hui. On regarde.
Agrobusiness et cohésion sociale, facteurs de développement territorial. C'est autour de cette thématique que s'est tenue la 3e édition du Kroubi, placée sous la présidence de l'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire. Durant 3 jours, les festivaliers venus d'Asie et d'Europe ont pu apprécier les potentialités économiques, culturelles et touristiques du district du Zanzan qui regroupe les régions du Boukani et du Gontougo. Je propose du jus naturel d'anacade, le jus pressé. On n'a pas ajouté de l'eau, on n'a pas ajouté du sucre. Et ce jus-là, il est très bon pour ceux qui ont l'ulcère. Les diabétiques peuvent en boire, les enfants aussi, pour tout le monde, c'est très bon. Nous sommes venus avec les granulés de maïs. Nous sommes venus avec les soins de corps pour tous ceux qui ont des problèmes de peau, parce que ici c'est un peu reculé dans la région. Donc nous sommes venus avec le bien-être d'abord. Après, nous sommes venus avec la nourriture, les épices et tout ça. L'entrepreneuriat féminin était également au centre des échanges. Il s'est agi de partager les expériences à la matière et permettre à la femme d'être plus autonome financièrement. Mais les femmes n'ont pas accès souvent à la terre, qui est un des capitaux pour faire l'agriculture. Mais à ce niveau-là, il y a des outils que les femmes peuvent développer. Et on ne peut pas les accompagner durablement parce qu'il n'y a pas ce capital productif qui est la terre. Donc il serait intéressant que les groupements de femmes de plus en plus pensent aussi à se constituer un capital en termes de foncier, en termes de terre, pour pérenniser les activités et avoir aussi le financement à ce niveau-là. Selon les initiateurs, cette 3e édition du Kroubi tenue à Bondoukou a permis de créer de meilleures conditions pour l'environnement des affaires. Objectif, impulser le développement local et renforcer les liens entre les différentes communautés ethniques du Zanzan. Merci à vous, Godefroy Okambawa. Monsieur Issoufou Ouattara, bienvenue encore sur notre plateau. Dites-nous, la semaine du Kroubi. Kroubi, tout d'abord, qu'est-ce que c'est, Kroubi? Oui, je voudrais vous dire, Monsieur Diaby, que Kroubi tire sa subsistance d'un mot arabe qui veut dire Al-Kroubi, c'est rapprocher de Dieu. C'est rapprocher de Dieu, pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est un concept spirituel. Le Kroubi se passait pendant le 26e jour du mois de Ramadan. Vous parlez donc de la nuit... de la lettre 4, de la nuit du destin. À l'origine, c'était ça. Donc, entre autres, les hommes étaient en prière de manière concentrée dans les mosquées. Et les femmes qui, pour plusieurs raisons, ne pouvaient pas entrer dans les mosquées, souvent parce que d'autres n'étaient pas en état de pureté, entre griffes, partaient donc pour la partie festive jusqu'à la veillée, et les bruits et les différentes sons retenaient les hommes dans les mosquées. C'est ça l'origine du Kroubi. Le Kroubi s'est rapproché de Dieu. Donc, et la semaine du Kroubi, alors, qu'est-ce que c'est? La semaine du Kroubi, je vous le dis, donc pendant le Kroubi, c'est une période où naturellement vous avez une affluence vers la région du Zanzan. Oui, la diaspora, tout le monde entier, de tous les continents, de tous les pays de l'Afrique et de toutes les villes en dehors de la zone. Et je vous le dis, le Kroubi n'est même pas seulement au niveau régional du Zanzan. Le Kroubi, il est international. Il se danse à Bobo-Dioulasso au Burkina, au Ghana. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire en longeant la latitude du 8, comme on le dit, 8e parallèle, à Séguéla, à Boundiali, le Kroubi est connu. Et ces populations qui font le déplacement, est-ce que ce n'est pas par rapport à la fête de Ramadan qui va suivre les jours, qui va suivre quelques jours, dans quelques 3-4 jours après la nuit du destin, c'est la fête de Ramadan? Oui, il y a cela en priorité, parce qu'en général, c'est l'occasion pour des personnes qui ont travaillé pendant 11 mois de prendre un temps de repos. Un temps de repos, et ils arrivent voir les familles. C'est le moment pour venir saluer certaines personnes qui ont perdu des parents, on n'a pas pu être aux funérailles. C'est la période pour venir régler quelques problèmes de famille. C'est la période pour venir se recueillir. Faire la prière ensemble. Exactement. C'est quoi l'aspect économique de cette semaine? Bon, donc nous avions dans notre besace depuis très longtemps nourri, parce que le Kroubi, c'est une affaire de siècle. Quand nous avons été investis donc, comme président de chambre de commerce, dans la région, dans le cadre de l'animation régionale de la région, nous avons voulu donc que la chambre de commerce adopte cette activité, parce qu'en plus de l'aspect festif
spirituels et religieux, il y a de l'exhibition de stands que nous faisons ou des exposants. Tout à l'heure, vous avez vu l'élément passé, il y a une des exposantes justement qui... La panéliste Viviane Calais. Oui, non seulement... Ça, il y a 3 aspects. Il y a les panels qu'on organise pour instruire. Oui. Il y a les expositions que des opérateurs économiques viennent faire pour vendre et présenter leurs produits, pour que tous les visiteurs qui viennent puissent voir quel est le potentiel réel dans la région. Il y a des gens qui sont même en dehors de la région qui viennent à l'occasion. Et c'est quoi l'objectif de cette semaine du Kroubi? Je vous le dis très aisément, c'est pour le développement, c'est notre contribution au développement de la région du Zanzan. Quand vous dites la région du Zanzan, cela prend géographiquement de Kounfao jusqu'à Doropo, en passant par Tanda, Bouna, Bondoukou, ainsi de suite. C'est notre contribution en tant qu'opérateur économique, de telle sorte que cette manifestation, organisation qui nous sert d'argument pour rassembler les gens, on voit l'opportunité de venir faire des affaires, l'opportunité de venir investir, l'opportunité de mettre en valeur ce qu'on produit. Et je ne vous dis pas, la région regorge d'énormes potentialités. Vous savez, au niveau de la région du Zanzan, Kounfao, par exemple, fait le meilleur gingembre de Côte d'Ivoire en quantité et en qualité. Je note la noix de cajou. Le canon de Bondoukou est le meilleur de toute la Côte d'Ivoire. Je note le riz local, je note le café qui... La liste est longue. Autant il y a des potentialités dans le Zanzan, il y en a aussi ailleurs en Côte d'Ivoire. Est-ce que la semaine du Kroubi doit s'exporter? Tout à fait. Et je l'ai souvent dit à mes collègues élus de la Chambre de commerce d'ailleurs, de faire comme nous. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous s'approprie un certain dynamisme pour remettre en valeur sa région, rassurez-vous, c'est un boom véritable, à tout point de vue. Il y a une d'entre elles qui nous suit déjà depuis Paris et partout. La dernière fois, je l'ai vue tout en joie, elle me faisait la boutade en disant « J'aurais aimé que vous soyez le président du Sud Comoé, parce qu'on a beaucoup de potentiel que vous. » J'ai dit « Bon, ça dépend. » Le président, de l'autre côté, il exploite aussi ses potentialités dans le Sud Comoé. Chacun, il va de ses moyens et de ce qu'il peut faire pour sa région. Et c'est vous donner à la région une ouverture internationale et puis essayer de sensibiliser les investisseurs sur l'intérêt d'investir dans votre région. C'est un peu ça vos objectifs. Mais voilà 3 ans que ça dure. Nous sommes à la 3e édition. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui a changé depuis la première jusqu'à aujourd'hui déjà? Je prends un exemple très simple. Au niveau de l'hôtellerie, le style des hôteliers a changé. Vous allez voir aujourd'hui... C'est beaucoup plus amélioré aujourd'hui. Forcément, la literie et puis les clés, les serrures et même les modes de paiement. Il y a 3-4 ans à Bondoukou, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas souvent utiliser votre carte de crédit. Aujourd'hui, c'est utilisable. Parce que ceux de nos amis qui arrivent, ils n'ont que ça comme moyen de paiement. Donc les gens se sont adaptés. 2 fois, on a pris le soin de loger les gens à domicile ou chez le voisin. Mais cette édition, tout le monde pratiquement était à l'hôtel et ils ont fait du chiffre. Je peux vous le dire. Et je ne cite pas le nom des hôtels, mais il y a un hôtel qui m'a appelé pour dire en 2 jours, ils ont fait plus d'1 million. D'accord, ça c'est en 2 jours. Après, il y a 12 mois qui restent. C'est ce que nous pouvons faire. S'il y a beaucoup d'autres actions qui sont cumulées dans ce sens, les 12 mois seront remplis. Bien sûr. Quel bilan vous faites de cette 3e édition? Très content et satisfait. La preuve, tous ceux qui ont participé, les différentes délégations, quand nous leur avons envoyé un mail de remerciement, ils ont réitéré tout de suite le fait qu'ils reviennent pour la 4e édition. D'accord. Eux, d'accord, ils sont contents. Et l'impact sur les populations, elles disent quoi? Les populations se réjouissent parce que, vous avez vu, par exemple, pour cette 3e édition, nous avons invité comme nos invités spéciaux la population Oué. D'accord. Qui est venue avec une autre culture, en dehors de la zone, avec la danse thématée. Et ces brassements de culture, et inévitablement, des personnes n'avaient jamais vu le thématé à Bondoukou. Et dans la zone, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont touché de près. Bon,
quand vous êtes organisateur principal, promoteur, quand on vient vous dire « Ah, vraiment, c'était bien, c'était très bien », vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et ça, j'en ai entendu beaucoup. Et vous en entendrez encore. Brassage de culture, donc, est-ce à dire que chaque année, chaque édition, il y a un peuple qui est invité? Absolument. Nous sommes en train de mûrir avec le comité local que je remercie, parce que c'est toute une équipe. Hein. Nous avons deux zones. Il y a une équipe qui est en Europe, en France, une autre équipe qui est à Bondoukou. Et moi, je flotte entre les deux équipes et à Abidjan. Et c'est très bien fait, je les remercie. Je profite de l'occasion pour leur dire bravo. Et cette équipe dynamique a réussi à faire quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à faire jusque-là. Parce que bon, je pense que les gens sont quand même sincères quand on vient vous dire qu'on n'a jamais vu ça. Et que c'était bien. Et que c'était bien. Ils ne sont pas obligés de vous le dire parce qu'il n'y a pas de tank derrière eux pour vous le dire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a nuance, une différence entre la semaine du Kroubi et la Bissa, par exemple, à Bassam, ou le Popo Carnaval à Beaunois? Oui, au niveau festif, il y a ressemblance. Donc, au niveau de la réjouissance, Popo Carnaval et puis la Bissa. La culture, la promotion de la culture. Zone, tout ça. Ouais. À ce niveau, il y a de la ressemblance nette et claire parce que c'est chaque entité avec sa culture. Mais la différence du Kroubi, nous avions les exhibitions économiques qui n'existent pas ailleurs. Donc, la promotion des entreprises, ensuite les produits locaux, et ça, c'est un plus que nous avions à Bondoukou qui, dans la zone du Zanzan, fait notre fierté. En plus de l'aspect festif, et ce volet économique est très important. Le thème de la deuxième édition, c'était le numérique. Tout à fait. Cette fois-ci, cette troisième édition, c'était la cohésion sociale. Tout à fait. Chaque année, comment vous choisissez ces thèmes et c'est quoi l'impact de vos thématiques sur les populations? Vous voyez, par exemple, au niveau du numérique, aujourd'hui, vous aviez pas mal de femmes qui ont des smartphones. Il faudrait que les opérateurs téléphoniques me reversent des ressources. Enfin, c'est une blague. Qui ont des smartphones avec lesquels nous leur avons appris à se faire localiser par GPS. Et puis dire quelles sont les quantités de produits qu'elles ont et comment on peut les trouver et à quel prix. Ça, c'est au niveau de l'impact numérique. Et ça continue, ça ne s'arrête pas là. Au niveau de la cohésion sociale, voyez-vous, je ne rentre pas, d'autres voix plus élaborées que la mienne en parleront, mais la paix est un facteur important dans le développement du business dans un pays. La quiétude que nous avions, nos voisins du Ghana, le maire du Ghana, il était là. Il y avait un autre maire qui est venu d'un job, M. Oumar Ba, qui est d'ailleurs vice-président de la communauté des maires du Sénégal. Il était là à la veille de la visite du président. Ils ont tous apprécié. Ils ont tous apprécié. Et la cohésion, vous voyez, c'est d'abord le fait que je m'entende avec vous à un niveau micron qui remonte plus haut. Bien sûr. Donc, rassurez-vous, notre inspiration vient de part et d'autre et nous captons voilà, pour prévaloir ce qu'il faut faire. Et vous venez de citer ces maires-là. Il faut dire que vous avez aussi souvent des pays invités. Il y a eu le Burkina Faso, la Tunisie, le Japon même. Oui, ça c'est une de nos fiertés. Pour la première fois, une société japonaise que je ne peux pas citer pour des raisons de publicité et qui est première en matière de semences au monde, nous a visité à Bondoukou, en donnant de la semence à certaines personnes pour expérimenter, et ensuite, bien entendu, ils viendront pour faire du chiffre et aider les gens à aller de l'avant pour pouvoir faire quoi. Et vous savez, il y a beaucoup de sociétés qui sont venues et c'est réjouissant en termes de crédibilité. Vous savez, nous leur avons demandé, ils ont cru en ce que nous faisons. Et ils sont venus. Et ils sont venus. Ils repartent satisfaits. Ils repartent satisfaits. Vous parlez également de partage d'expérience. Absolument. Vous voyez, au niveau de l'agriculture agricole, nos femmes ont une certaine pratique artisanale qui ne sont pas toujours les meilleures. Ces personnes-là qui arrivent s'engagent à améliorer leur façon de faire, de telle sorte que la productivité soit intéressante. Franchement, si on ne peut pas encourager ce genre de choses, je me demande bien qu'est-ce qu'il faut bien encourager. En tout cas, nous sommes fiers de cela. Et vos perspectives? Bon, c'est clair. Nous allons rééditer la 4e édition qui se tiendra du 10 au 12 juin 2020. Les dates sont connues, c'est très clair. Et nous allons travailler toute une année là-dessus, bien entendu, pour que
sur l'échelle, nous allons en grandissant. Parce que notre rêve, il faut le dire très clairement, c'est de ne pas s'arrêter de sitôt. Quand vous avez fait, on dit c'est bien, il faut faire pour qu'on dise c'est très bien. Et après c'est excellent. Vous dit c'est excellent, après on vous dit c'est hors. Voilà, ainsi et comme vous aimez à le dire, hein, développer la nation est un objectif, mais développer la région, c'est notre devoir. Merci, Monsieur Ouattara. Issoufou Ouattara, initiateur de la semaine du Kroubi, par ailleurs président de la Chambre de commerce et d'industrie région du Zanzan, c'est dire Bonkani et Gontogo. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de la semaine du Kroubi, un événement culturel, économique et social qui a lieu tous les ans à Bondoukou. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et bon vent pour la 4e édition en 2020. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ce journal est à revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Merci de votre confiance. Bon dimanche sur notre chaîne et à demain, 13h.